voir, j'ai joué un peu là et je me demandais, à ton avis, c'est quoi la clé de la victoire dans Rise of Kingdom? Tu vois, excusez-moi monsieur, pour moi, tu vois, la clé de la victoire, je pense qu'au-delà de la stratégie, c'est aussi des bonnes alliances, tu vois. Ensemble, on est plus fort, quoi. L'union fait la force. Ah ouais. Oh attends, regarde, c'est Bébar, là, je l'ai vu au nord de la carte grâce au zoom infini. On pourrait lui demander. Regarde, il y a même Léonidas. Ah ouais. C'est où? Alors par contre, tu devrais former une alliance avec Bébar et Léonidas pour aller vaincre Ragnar. Parfait. Les alliés arrivent. Il fait quoi Léonidas là? Il attaque mes troupes. Il s'allie aux Vikings. Ouais, je sais. Les Vikings ou la France, à toi de choisir. Mes chers camarades, bien le bonjour. Quand on parle du Moyen-Âge, on pense tout de suite aux châteaux, aux armures, aux paysans occidentaux, à l'église chrétienne ou aux croisades. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là ? Eh bien, je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur l'Afrique du Moyen-Âge et de découvrir plus particulièrement le flamboyant royaume du Mali. On ne va pas se le cacher, le Mali ancien n'est pas très connu dans nos sociétés occidentales. Au mieux, on imagine des mosquées en banco, ce mélange de terre et de matière végétale dont on fait des briques séchées. Celles de Tombouctou et de Djenné sont par exemple inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Au-delà de ces rares vestiges, ce royaume ne fait pas partie de notre horizon historique, tout comme l'histoire africaine en général, qu'on résume encore trop à la colonisation et à l'esclavage. Des sources existent pourtant, et il ne faut pas se contenter de reléguer l'Afrique dans une vision figée sous prétexte que ces sociétés ont produit moins de textes qu'en Europe. Le Mali est le royaume médiéval africain qui a eu la plus grande renommée en dehors d'Afrique. Et pour une très bonne raison. L'or. Le Mali est en effet le fournisseur d'or du monde méditerranéen du XIIIe siècle au XVe siècle, par l'intermédiaire des pouvoirs musulmans installés en Afrique du Nord. Pour cette raison, il est mentionné dans de nombreuses sources littéraires arabes du Moyen-Âge, mais ces informations ont plus rarement filtré vers le continent européen. Pourtant, jusqu'au XIVe siècle, les puissances arabes d'Afrique du Nord connaissent mal elles aussi ce qui se trame sur l'autre rive du désert, au sud du Sahara. Et pour cause, le royaume du Mali est apparu assez subitement dans le monde médiéval musulman. En 1324, en Égypte, alors contrôlée par le sultanat mamelouk, arrive une étrange caravane. Le roi Moussa du Mali, accompagné de plus d'1 millier de ses compatriotes, fait escale sur la route du pèlerinage de la Mecque. Après avoir traversé plusieurs milliers de kilomètres de désert à dos de dromadaire, il parvient donc au Caire, capitale culturelle de l'islam et plus grande ville du monde en dehors de la Chine à cette époque. Le roi Moussa fait alors forte impression à la cour du sultan. Tous ceux qui l'approchent vantent sa générosité et sa noblesse, ainsi que le strict respect qu'il fait des piliers de l'islam. La quantité d'or distribuée par le roi Moussa à cette occasion leur fait aussi tourner la tête. Venu avec des chameaux chargés d'or à l'aller, il n'en a plus lors de son retour de la Mecque. Le roi doit en emprunter aux marchands égyptiens avant de repartir au Mali et il leur rembourse plus tard à un taux très supérieur à ceux du marché. Quand on dit qu'il transportait beaucoup d'or, ça n'est vraiment pas un euphémisme. On dit que le passage du roi malien par le Caire aurait provoqué une baisse durable de la valeur de l'or par rapport à l'argent dans toute l'Égypte, tant il en avait apporté. Petite pensée émue pour tous les chameaux qui se sont pété le dos. Cette visite reste pour les Égyptiens du XIVe siècle un événement très mémorable, et il est à l'origine d'une véritable curiosité pour l'Afrique subsaharienne. On comprend alors que les plus grands savants musulmans se soient penchés sur ce fabuleux royaume dans les décennies qui suivent. Au XIVe siècle, les écrits qui évoquent le Mali se multiplient au bord de la Méditerranée. Les informations concernant ce royaume proviennent essentiellement des marchands sahéliens qui se rendent sur la côte méditerranéenne et racontent à ceux qui le souhaitent ce qu'ils ont vu de l'autre côté de la mer de sable. Le mot Sahel, qu'on a gardé pour parler de la région en question, désigne d'ailleurs en arabe le rivage, l'autre bord de l'immense mer inhospitalière qu'est le Sahara. Ces récits de marchands caravaniers sont collectés par des géographes qui tentent, un peu à la manière des Grecs de l'Antiquité, de décrire le monde jusqu'aux limites du monde islamique. Parmi eux, 3 auteurs du XIVe siècle ont livré des témoignages importants. Ce sont, par ordre chronologique, Al-Umari, Ibn Battuta et Ibn Khaldoun. Sur ces 3 auteurs, seul Ibn Battuta se serait rendu en personne dans le royaume du Mali, les 2 autres se contentant de questionner des personnes originaires de ces régions ou qui y sont allées. Mais ils font au moins l'effort rarissime pour l'époque de citer leurs sources. Et aujourd'hui, il y a des gens qui le font toujours pas. Alors, respect.
Petite digression, la source européenne la plus connue concernant le Mali reste l'Atlas catalan conservé à la Bibliothèque nationale de France, où figure le roi Moussa, mort en 1337. Moussa y est représenté assis sur un trône et portant des habits d'or. Le dessinateur lui a également donné tous les attributs de la royauté européenne, comme la couronne, le sceptre à fleurs de lys et le globe, qui ne sont bien sûr pas d'usage au Mali. Les informations semblent provenir de la communauté juive de Majorque, où l'Atlas a été produit. En effet, une partie des Juifs de la ville de Sigil Massa au sud du Maroc, qui étaient en lien direct avec le Mali, ont émigré à Majorque au XIIIe siècle sur l'invitation du roi Jacques Ier d'Aragon, et ils avaient donc dû conserver des contacts commerciaux avec le Sahara. Bref, revenons donc à Ibn Battuta qui passe, d'après ce qu'il dit, 8 mois dans la capitale malienne entre 1352 et 1353. Ce Marocain est l'un des plus grands voyageurs médiévaux. Il a parcouru l'Afrique, la péninsule arabique, l'Asie centrale, l'Inde, l'Indonésie et la Chine, même si les historiens doutent aujourd'hui de la réalité de tous ces voyages. Il aurait peut-être emprunté ses descriptions à des marchands, comme les autres géographes, pour la Chine et le Mali en particulier. Quoi qu'il en soit, il reste notre source la plus précise pour le Mali du XIVe siècle. Durant son voyage, il s'est plus attaché à décrire les élites du pays que le mode de vie de la population, qu'il juge en majorité assez misérable. Il explique que le royaume dispose de gouverneurs dans les provinces, ainsi que de fonctionnaires chargés de percevoir l'impôt, ce qui correspond à ce qu'il connaît chez lui, au Maroc. Ibn Battuta visite la capitale du royaume et s'établit dans le quartier des Blancs, soit celui des marchands méditerranéens installés dans le pays. Après quelques mois, il descend le fleuve Niger, cœur du royaume, en passant par Tombouctou et Gao, puis retraverse le désert vers le nord. Quand on regarde un peu ses écrits, c'est un peu le touriste avant l'heure. Il parle beaucoup de ce qu'il mange, des petits désagréments qu'il va rencontrer, mais il va aussi décrire un royaume du Mali dans lequel les voyageurs peuvent se déplacer en toute sécurité, où règne l'ordre et la justice. Il dépeint également quelques aspects de la société malienne, notamment lorsqu'il désapprouve un certain nombre d'us et coutumes, en particulier la nudité partielle des femmes et les rapports entre personnes non mariées qui ne correspondent pas aux habitudes arabes. Aujourd'hui, la connaissance du royaume du Mali, elle s'enrichit de fouilles archéologiques et du croisement de toutes les sources disponibles. Alors après ce rapide état des lieux des auteurs du Moyen-Âge, on va voir ce que l'on peut y rajouter. Pour être tout à fait honnête, il faut bien avouer que le royaume du Mali nous échappe encore en grande partie. Les lacunes dans nos connaissances ne permettent pas d'en faire un tableau aussi complet que les pouvoirs européens ou moyen-orientaux de la même période. Il existe malheureusement très peu de sources écrites par les Maliens eux-mêmes. On conserve bien des chroniques écrites en arabe par des lettrés maliens au XVIIe siècle, mais les informations qu'ils mentionnent pour la période qui nous intéresse relèvent plus de la légende que de l'histoire. Les chroniques décrivent en particulier l'épopée de Soundiata, le récit mythique de la fondation du royaume et de son fondateur. Plus qu'un récit véridique, l'épopée de Soundiata Keïta est un récit généalogique qui devait servir au clan Keïta à affirmer sa primauté sur les autres et renforcer sa légitimité sur le trône du Mali. Mais si ce récit est légendaire, il livre avant tout quelques informations auxquelles on peut prêter un fond historique. L'épopée décrit par exemple un espace morcelé politiquement et en proie aux raids de ses voisins du Nord qui se fournissaient en esclaves dans la population locale des Malinqués. L'unification du royaume du Mali par Soundiata aurait ainsi permis de mettre fin à cette traite esclavagiste et enfin de faire respecter l'ordre. Le Mali n'est pas le premier état centralisé d'Afrique de l'Ouest. Avant lui, on trouve le royaume du Ghana, qui a unifié de la même manière un territoire de palmeraies aux alentours de l'an 1000 dans le bassin du fleuve Sénégal. Le Ghana est intégré au royaume du Mali vers 1240. Plus à l'est, le royaume de Gao, situé dans la boucle du fleuve Niger, contrôlait lui aussi un débouché d'une route commerciale transsaharienne. Appartenant à l'ère culturelle des Songhay, il est absorbé également par le Mali. Le Mali, c'est donc une sorte d'entité qui se superpose à d'autres royaumes existants. On pense aujourd'hui que le pouvoir royal est en fait venu s'ajouter à celui des chefferies tribales qui existaient déjà. Le roi aurait pu garantir la sécurité en échange d'un titre prestigieux et du prélèvement de richesses dans leur territoire. L'organisation politique du royaume, elle semble donc reposer sur un système de vassalité, puisque les sources arabes mentionnent d'autres rois qui auraient prêté allégeance au grand roi du Mali. Du coup, tout ça explique un truc assez simple, c'est qu'on ne sache toujours pas déterminer précisément l'emplacement de la capitale du royaume. Bah ouais, parce que chaque chefferie avait sa propre capitale, donc c'est pas évident pour les chercheurs. La localisation et même le nom de la capitale du royaume restent aujourd'hui assez énigmatiques. La capitale centrale est connue sous le nom de Biti, Bini, Bani ou encore de nombreuses autres variantes.
Et elle était sans doute située sur la rive gauche du fleuve Niger, de manière à mieux contrôler le commerce caravanier. Mais son emplacement précis doit toujours être découvert. Au moins 6 propositions différentes ont été faites par des chercheurs africanistes en se basant sur la direction et le nombre de journées de voyage indiquées par les récits de marchands. Malheureusement, l'insécurité qui règne aujourd'hui dans la région interdit tout programme archéologique d'envergure pour partir à sa recherche. Les constructions en terre crue de la capitale, connues par les descriptions écrites, ont mal résisté au passage du temps, mais le climat aride laisse tout de même l'espoir d'en retrouver une partie. Il faut ajouter à ça que l'état de l'archéologie de la région n'est pas très brillant. La période coloniale a vu très peu d'études sur le passé de l'Afrique de l'Ouest, imaginant ces sociétés comme figées dans l'histoire, comme si elles n'avaient jamais évolué. Elle s'intéressait bien plus aux peuples qui conservaient au XXe siècle de forts particularismes culturels comme les Dogons. En plus de ça, le marché de l'art africain qui existe depuis assez longtemps maintenant, il encourage le pillage des sites, ce qui va pas faciliter la collecte d'informations. Dans les rares régions où des recherches précises ont pu être entreprises, comme dans les alentours de Djenné, de nombreuses buttes ou vestiges d'habitats en terre ont pu être repérés, ainsi que de nombreux tumulus qui sont les sépultures des élites locales. Le territoire contrôlé par le royaume du Mali s'étend à son apogée au XIVe siècle sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, du rivage du Sénégal jusqu'à la boucle du Niger. Le royaume est peuplé de populations très différentes, parmi elles des Malinké, Bambara, Wolof, Peul, Berbères, Songhai, Dogon et bien d'autres. La langue arabe constitue alors l'équivalent du latin en Europe, elle sert de langue commune, utilisée en particulier pour l'administration. La grande majorité du territoire est située dans la zone climatique sahélienne, c'est-à-dire semi-désertique. Le paysage est celui d'une savane arborée où dominent l'acacia, le baobab et le karité. Les activités d'élevage transhumant y dominent, mais les populations vivent aussi de l'agriculture du mil, du sorgho, du riz et du fonio grâce aux fleuves qui traversent la région et qui permettent de pratiquer l'irrigation. Les cultures céréalières sont complétées avec des courges et des haricots. Et il ne faut pas oublier non plus la pêche sur le Niger, dans laquelle sont spécialisées plusieurs ethnies. Il faut bien comprendre que toute agriculture reposant sur les eaux de pluie est absolument impossible. Mais le Sahel devait quand même présenter au XIVe siècle un visage un peu plus vert qu'aujourd'hui. Les déboisements récents ont beaucoup contribué à son assèchement. Et ça, faut en être conscient. Nous le constatons, le royaume du Mali est loin d'être pauvre. Mais sa richesse la plus importante reste l'or. Il tient une grande place dans les échanges commerciaux avec l'extérieur. Sa pureté était reconnue dans l'ensemble du monde méditerranéen et l'or du Mali était pour cette raison très recherché pour frapper les monnaies. Malgré l'attrait qu'il génère et l'intérêt qu'il suscite, l'or reste pourtant pratiquement absent des récits des géographes arabes. En effet, ni les marchands qui servent d'informateurs, ni le voyageur Ibn Battuta n'ont pu approcher les gisements. Le royaume du Mali, qui fonde sa puissance sur le métal précieux, garde jalousement le secret de son origine. On a d'ailleurs toujours très peu d'informations à leur sujet, même si on peut supposer qu'une partie des gisements actuels exploités devait l'être aussi au Moyen-Âge. Une chose est sûre, c'est que plusieurs régions pratiquaient l'exploitation aurifère, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'actuel Burkina Faso à l'est. Cette exploitation semble avoir été plutôt villageoise et familiale, soit dans les rivières pour récolter des paillettes, soit dans des puits creusés pour faire suivre des filons. Le rôle du royaume du Mali est alors sans doute plus celui d'un courtier que d'un exploitant. Le pouvoir en place n'organise pas la production, mais se contente de percevoir une rente sur les marchandises qui transitent sur son territoire. C'est moins chiant à mettre en place en même temps, j'aurais fait pareil. Le Mali fournit donc le monde musulman en or, mais aussi en esclaves capturés plus au sud. L'or, en transitant par l'Espagne, zone de contact entre la chrétienté et l'islam, fournit aussi l'Europe occidentale. Ce rôle de fournisseur était assuré par le royaume du Ghana jusqu'à sa destruction en 1076 par les Berbères. Il est donc repris par le Mali à partir du XIIIe siècle. En échange, parviennent de nombreux produits recherchés. Parmi eux, le sel du Sahara provenant des salines de Tegaza, dans l'extrême nord du Mali actuel, à mi-chemin entre le sultanat du Maroc et le royaume du Mali. Sont vendus également des étoffes, du parfum, du cuivre, des perles de verre ou des coquillages. Ces derniers, des kauris ramassés aux Maldives notamment, servent de monnaie. Mais les traces de commerce entre le monde subsaharien et le monde méditerranéen remontent au-delà du Moyen-Âge. Même si on n'a pas beaucoup de matériel, on sait qu'ils commerçaient déjà avec les Romains de l'Antiquité. Quelques perles de verre typiques de l'artisanat romain ont en effet été retrouvées dans des sépultures d'Afrique de l'Ouest. Les routes commerciales à travers le désert ne suivent pas d'itinéraire marqué par des voies aménagées.
mais elles relient plutôt des points d'eau plus ou moins bien entretenus. Elles ont ainsi très peu changé à travers les âges, et les villes situées en bout de route ont conservé longtemps leur position avantageuse. 2 mois de voyage harassant sont nécessaires pour traverser le Sahara. Les chameaux sont engraissés des mois à l'avance pour supporter la traversée, on boit de l'eau saumâtre dans les quelques puits qui jalonnent la route, et tout écart peut être vite mortel. Arrivés à Walata, première ville contrôlée par le royaume, les marchands doivent encore marcher 24 jours s'ils veulent rejoindre la capitale du Mali. Fallait être motivé quand même. Ibn Battuta décrit dans son récit un système de douane. Tous les marchands qui passent à Walata, dans le sud de la Mauritanie actuelle, doivent se présenter devant le Farba, titre local pour désigner le gouverneur. L'homme est assis à l'ombre entouré de gardes armés, et les marchands viennent lui rendre hommage dès leur arrivée. Les biens transportés sont mis sous la garde de soldats du Mali et l'État en prélève une partie. La ville de Walata, à l'extrémité de la route du désert, constitue donc un véritable poste frontière du royaume du Mali. L'économie du royaume est donc prospère, mais totalement dépendante des débouchés au nord du Sahara. Et ça, c'est un réel danger pour eux. Il n'y a jamais eu d'investissement sérieux pour contrôler les routes du grand commerce extérieur. Elles restent fréquentées par les marchands originaires de la Méditerranée, mais pas par les Maliens. Le pouvoir ne prend jamais la mesure du risque que ça peut lui faire courir. Le fait que ce commerce vital pourrait, un jour, être détourné par la concurrence. Une fois que les marchandises sont dans le pays, elles transitent par un réseau interne au Mali qui sert à les redistribuer sur tout le territoire. Le groupe des marchands locaux, en charge de ce commerce interne, se distingue du reste de la société par l'adoption de la religion musulmane. Et ça peut s'expliquer facilement puisque leurs contacts avec les marchands méditerranéens ont sans doute favorisé leur conversion. Le résultat, c'est que les souverains du Mali, pour contrôler ces transactions et profiter de cette rente, ont également dû juger plus judicieux d'adopter cette religion étrangère. La lignée régnante au Mali au XIVe siècle avait donc choisi l'islam et bâti de grandes mosquées et institutions religieuses, ce qui contribuait à son prestige de l'autre côté du Sahara. Mais on comprend bien qu'il s'agit là plutôt d'un calcul politique et économique. Il est assez vraisemblable que la majorité de la population ait conservé des croyances autochtones, et les rituels officiels de la cour mélangeaient probablement les religions musulmanes et locales. Au XVe siècle, les sources arabes se taisent au sujet du Mali, ce qui correspond au déclin du royaume à cette époque. En effet, à la fin du XVe siècle, la région orientale du royaume, soit la région peuplée par les Songhai, s'émancipe. Le roi de Gao, qui règne déjà sur une grande partie de la vallée du Bas-Niger, affirme son indépendance et conquiert une partie du territoire du Mali. Au XVIe siècle, le Songhai se substitue complètement au pouvoir malien pour fédérer les peuples de la région et étend même sa domination au-delà des anciennes frontières dans toutes les directions. Et ce déplacement du pouvoir vers l'est, en pays Songhai, correspond à l'arrivée des Portugais sur les côtes et donc à l'affaiblissement des routes transsahariennes de l'ouest. L'arrivée sur les côtes africaines des navires portugais va détourner les routes commerciales et l'or va désormais être convoyé vers la mer et plus vers le désert, ce qui est plutôt ballot. Les royaumes de la côte du golfe de Guinée sont ainsi renforcés au détriment du royaume du Mali et du Songhai qui décline rapidement au XVIe siècle. L'empire Songhai ne dure donc que très peu de temps. En plus de ce court-circuitage économique, il est aussi victime d'une étonnante expédition marocaine en 1590 qui traverse le Sahara et s'empare de Tombouctou et Gao sur le fleuve Niger. Une élite marocaine est maintenue sur place quelque temps sans que l'on puisse parler de colonisation durable. La grande époque d'un royaume puissant et unifié en Afrique de l'Ouest est donc terminée. Les chefferies locales redeviennent indépendantes et notre connaissance se brouille pour plusieurs siècles. Tout ce que l'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est la fin de l'insécurité dans la région du Sahel et le retour de programmes archéologiques assez ambitieux pour compléter ce que les textes historiques ne nous disent pas. Avec un peu de chance, on finira enfin peut-être par mettre la main sur la capitale du plus prestigieux royaume d'Afrique ancienne. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Lucas Pacotte avec qui je l'ai préparé. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire, dites-le nous, partagez cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt, salut.